Bonsoir à tous, bienvenue à la bibliothèque Cusin pour ce nouveau rendez-vous du Salon Philo, dans ce très beau bâtiment de la Sorbonne. Le terrible drame qui s'est produit il y a 2 jours à la cathédrale Notre-Dame nous amène à prendre conscience de la beauté, de la fragilité et de l'importance de notre patrimoine, que nous avons parfois tendance à oublier, surtout lorsqu'il fait partie intégrante de notre quotidien. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans ce très beau bâtiment historique pour vous présenter cet ouvrage du régime philosophique, Nietzsche diététicien, un ouvrage passionnant et savoureux, donc écrit par Arnaud Sorosina, professeur agrégé de philosophie et enseignant dans le secondaire à Grenoble, ainsi que chargé de cours à l'université de Grenoble. Pour discuter de cet ouvrage, nous avons également le très grand honneur d'accueillir Bertrand Vinoche, professeur à l'université Paris 1 et membre du Centre d'histoire de philosophie moderne de la Sorbonne, ainsi que Éric Marquer, maître de conférence à l'université Paris 1 et également membre du Centre d'histoire des philosophies de la Sorbonne. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous pourrez poser vos questions à nos 3 invités après la discussion, puis nous prolongerons la soirée par un petit apéritif auquel vous êtes tous très chaleureusement conviés. Je m'arrête là et vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci encore de m'accueillir une 2e fois pour parler de Nietzsche. J'espère qu'on ne va pas saturer et que les grandes choses se répètent, dit-on 2 fois. Donc là, ce sera la farce aujourd'hui. La farce est au sens strict d'ailleurs, puisqu'il y a une origine potache en fait à l'écriture de ce livre, c'est que pendant ma thèse de doctorat, j'écrivais en flux tendu et au fur et à mesure de mes lectures, je découvrais dans les fragments posthumes de Nietzsche notamment, et puis dans les lettres évidemment, des textes assez incongrus et sortant tout à fait de l'ordinaire, où Nietzsche a des considérations assez triviales et prosaïques qui sont de nature à faire sourire notamment mes co-religionnaires de thèse. Il y avait la phrase célèbre qui avait été interprétée par Derrida, le fragment posthume où en citation on lit « J'ai oublié mon parapluie ». Et il y a ces fragments assez improbables où Nietzsche fait l'énumération de toutes les denrées qu'il ne peut pas ingérer. Mais de proche en proche, en fait, je me suis rendu compte que cette question de l'alimentation, qui était un véritable fil rouge, comme le corps lui-même est un fil rouge dans la philosophie de Nietzsche, elle était philosophiquement porteuse, plus que des considérations potaches invitées à penser, en fait. Si bien que la diététique est devenue une sorte de marotte qui devint pour moi à la fois un objet d'étude et en même temps une espèce de matrice d'interprétation de la philosophie nietzschéenne, peut-être pas dans son ensemble, mais en tant que culture critique, en tant que philosophie de la culture. Je me rendais bien compte que la digestion, c'était quelque chose d'essentiel. Et par ailleurs, c'était des choses qui étaient assez connues, mais en fait réduites à quelque chose de dérisoire presque chez Nietzsche. Quand on lit Ecce Homo, on a l'impression que Nietzsche universalise, à partir de son cas propre, des considérations qui ne sont pas forcément philosophiquement très fécondes. Mais en réalité, à bien y regarder, on se rend compte que la métaphore de la rumination qu'il convoque dans le paragraphe 8 de la préface de Généalogie de la morale, est une métaphore qui traverse toute sa philosophie et dont on se rend compte qu'elle va essaimer sous d'autres formes de philosophèmes. Et c'est l'investigation de ces philosophèmes relatifs à l'alimentation et à la digestion que j'ai entrepris dans ce livre, qui est à la fois potache et de plus en plus sérieux, puisqu'il s'ouvre sur des considérations qui prennent la nourriture comme objet, dans le sens où il faut partir du corps de Nietzsche lui-même et de ses pratiques alimentaires. Évidemment, ce n'est pas l'objet qui m'intéressait le plus, mais c'est l'objet qui me mettait moi-même en appétit pour écrire ce livre, qui n'a pas d'autre prétention qu'avoir une vertu apéritive pour donner envie de lire Nietzsche. Et le cœur du problème, c'était en revanche la question de l'alimentation au sens philosophique. Et la question que je me suis posée, c'est la suivante. Comment la diététique en vient-elle chez Nietzsche, ou peut-elle, si on pense que c'est tirer Nietzsche un petit peu hors de son centre que de voir l'alimentation comme quelque chose d'essentiel, comment la diététique peut-elle fournir une matrice d'interprétation de la réalité dans son ensemble?
Je dis bien matrice d'interprétation puisqu'on n'est pas dans une détermination d'un principe ontologique. La réalité en tant que volonté de puissance, c'est de la force qui digère, qui se digère elle-même, qui se hiérarchise. C'est une force organique, mais c'est pas un fait. Donc, il fallait se prémunir contre cette tendance, d'ailleurs contre laquelle Nietzsche se désolidarise complètement contre le matérialisme biologique, la diététique de son temps qu'on trouve dans un certain nombre de traités médicaux de l'époque. Et en réalité, il va faire de cette question de l'alimentation le levier de compréhension de la culture de son temps en particulier, mais de la culture dans son ensemble. J'en dis juste un mot et j'éviterai d'être trop long. Et si on regarde des choses aussi triviales que la haine de Nietzsche pour la bière ou sa détestation pour le végétarisme, on constate qu'elles ont un rôle philosophique, biographiquement et conceptuellement important, dans le sens où elles permettent de s'écarter de ce qu'il appelle le matérialisme de brasserie. C'est-à-dire l'esprit de confrérie, de pseudo-intellectuels qui font prétexte de l'intellect pour aller s'enivrer, comme Nietzsche en a fait l'expérience avec son association Franconia quand il était jeune. Et quant au végétarisme, en fait, elle est significative, cette question, dès 1869, dans la mesure où c'était un bon prétexte pour s'écarter de Schopenhauer. L'ami de Nietzsche qui lisait Schopenhauer en même temps que lui, qui s'appelle Karl von Gersdorff, lui avait écrit pour lui dire qu'en vertu de l'application de l'éthique de la résignation du livre 4 du Monde comme volonté et représentation, il devenait désormais végétarien, puisque, si certains d'entre vous connaissent un peu Schopenhauer, l'éthique de Schopenhauer, elle implique que la remontée vers le principe du vouloir, nous sommes de mettre de côté nos instincts égoïques pour revenir à un principe impersonnel qui structure l'ensemble du monde et qui fait que la pitié est le levier de la sympathie, et la pitié, c'est ce qui permet de s'élever de sa propre forme de vie et de l'illusion de l'individuation vers le principe de toute chose, ce qui signifie aussi que les animaux sont dignes de notre pitié de proche en proche, et même le monde dans son ensemble peut-être. Il se trouve que Nietzsche, le livre 4 du Monde comme volonté et représentation, c'est le livre auquel il adhère le moins, puisque Nietzsche s'est arrêté presque au livre 3, sinon il n'aurait pas écrit La naissance de la tragédie, il aurait écrit quelque chose qui aurait été un livre sur l'ascétisme, et tel n'est pas le cas. Néanmoins, Nietzsche se prend une lubie, il va essayer de se mettre au végétarisme quelques jours, mais il se prend une rouste, une volée de bois vert, pour dire les choses de manière moins familière, par Richard Wagner, qui lui-même avait essayé ce régime. Et c'est Wagner qui le convainc de s'écarter de ce régime, et en fait ça va précipiter, ça va catalyser quelque chose qui était déjà à l'œuvre chez Nietzsche depuis quelques années, c'est l'éloignement face à Schopenhauer, l'éloignement face à la conception de la pitié chez Schopenhauer, qui va, de façon grandissante, avoir un impact sur sa conception de la morale, et sur la critique assez virulente qu'il va faire un peu plus tard, notamment dans Par-delà bien et mal, de l'éthique de la sympathie, l'éthique de la pitié. Ça, c'était le premier point. Et à partir de cet aspect biographique, Nietzsche s'élève vers des considérations qui sont d'ordre de la cultocritique et qui permettent de comprendre l'alimentation comme c'est même plus qu'une métaphore, c'est une véritable analogie, dans le sens où la paideia, la formation, la Bildung, tout ça, ça relève, c'est une forme d'alimentation, dans le sens où, pour Nietzsche, il y a une transitivité entre le corps et l'esprit qui fait que on s'alimente intellectuellement exactement comme on s'alimente sur le plan corporel. Donc c'est là où se joue l'analogie, dans le sens où il y a des métabolismes intellectuels qui sont trop rapides, d'autres qui sont trop lents. Ça s'applique aux individus, ça s'applique aux peuples et eux-mêmes aux civilisations. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Et c'était assez intéressant de voir que généalogiquement, Nietzsche se rattachait de façon assez inattendue à la critique de la sophistique chez Platon, même si en réalité la vraie parenté est du côté d'Héraclite, mais peu importe.
dans le sens où Platon déjà dénonçait une conception matérialiste et atomistique du savoir et faisait vraiment du savoir une sorte de digestion. Il y a des métaphores qui reviennent sans cesse sous la plume de Platon, notamment dans le Gorgias, où Platon compare les démocrates à des mangeurs de sucreries, qui seraient face aux démagogues comme face à des confiseurs, là où Socrate, lui, est évidemment un médecin de la culture. C'est évidemment cette métaphore de la médecine de la culture qui joue un rôle central chez Nietzsche. C'est ça qu'il reprend à Platon. D'ailleurs, de façon assez polémique, comme on le sait, mais il y a une généalogie ici qu'il ne faut pas oublier, qui montre que Nietzsche est toujours habité de façon intestine par cela même qu'il combat. Le combat chez Nietzsche est toujours intestin. C'est quelque chose de viscéral, qui se joue dans les viscères, justement. J'en dis pas plus sur cette question de la paideia. Elle va de pair avec une théorie de l'expression chez Nietzsche qui a retenu mon intérêt, parce que elle participe en fait de la construction même de l'hypothèse de la volonté de puissance, quand en 1883, Nietzsche fréquente à la fois Ralph Waldo Emerson et Wilhelm Roux, qui est un biologiste désormais oublié, mais pour critiquer le darwinisme et la conception mécanique du vivant et défendre une conception organiciste de la vie et de la vitalité, Nietzsche conçoit la culture comme un processus d'absorption, de hiérarchisation des contenus intellectuels, ce qui le porte à mettre en place une véritable prophylaxie culturelle également, c'est-à-dire une théorie de ce dont il faut se défier. Il y a des choses qui ne méritent pas qu'on passe du temps à essayer de les dévorer et dont il faut se prémunir. Il y en a d'autres qui méritent d'être assimilées rapidement, mais excrétées. C'est ce qui se passe, par exemple, il y a des fragments où, à propos de Dante, Nietzsche dit « Non, Dante, il faut le lire, mais il faut que ça fasse partie de nos déjections. » Il y a une conception des fesses, il utilise le terme en latin, faeces, Nietzsche dans des fragments posthumes pour dire la culture, c'est un processus d'absorption, d'intussusception, mais il ne faut surtout pas retenir trop longtemps en soi. C'est-à-dire que ce qu'on mange doit contribuer à maintenir notre propre volonté de puissance. En utilisant une autre métaphore, Nietzsche écrit dans le prélude rimé du Gai Savoir ce que j'attrape devient lumière, et charbon, ce que je délaisse, flamme, je suis assurément. Et la conception de la nutrition chez Nietzsche, elle est exactement sur ce modèle-là, ce modèle de la combustion organique qui s'entend. Le dernier point, et je finirai là-dessus, sur lequel je me suis appesanti dans le livre, qui est à la fois anecdotique et audacieux, c'était l'interprétation du mythe de Dionysos, la version orphique du mythe, où Nietzsche est fasciné par le mythe de la mort de Dionysos, cuisiné par les titans. Et dès la naissance de la tragédie, il conçoit toute l'histoire de la culture comme la mise à mort de Dionysos, évidemment par Socrate et Euripide, et la tentative de renaissance du Dionysiaque par une espèce de recomposition de ses membres. L'histoire de la culture, pour Nietzsche, c'est l'histoire du démembrement du Dionysiaque, et à l'époque de Wagner, l'espoir de Nietzsche, presque messianique à l'époque, c'était que Wagner recompose les membres épars de Dionysos, éparpillés dans le monde apollinien d'une esthétique qui n'en a que le nom, puisqu'en fait elle est au service d'une morale qui l'assujettit. Et bien sûr, le nom de cette recomposition organique, c'est l'œuvre d'art totale. Et j'ai essayé de suivre un peu comment cette métaphore organique de la recomposition du Dionysiaque servait à penser Nietzsche comme celui qui fait cuire Dionysos dans sa marmite, puisque c'est une métaphore utilisée par Zarathustra. Je m'arrêterai là. C'est les trois plans qui ont retenu mon attention. La question un peu potage de la diététique dans la biographie de Nietzsche, la question de la critique culturelle et son lien avec la théorie de la volonté de puissance, même si j'aborde ça de façon un peu latérale. Et la dernière chose, c'est l'interprétation d'un mythe orphique qui permet d'utiliser le monde présocratique contre les écoles socratiques. Je prends la parole. Merci Arnaud. Je voulais vous dire pourquoi ça m'avait plu, votre livre. Et la première raison, vous avez pas mal insisté là sur le côté potache du livre, c'est qu'il me semble que c'est un livre assez rusé, assez malin, parce que vous jouez
au bon sens du terme, vous jouez double jeu. Alors, il y a tout le côté ludique, potache, carnavalesque. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais qui le liront, je l'espère rapidement, la table des matières se présente sous la forme d'un menu, ce qui n'est pas très courant et ce qui ne fait pas très sérieux. Je pense que c'est l'aspect le plus visible du livre, mais c'est pas bête, parce que ça permet d'attirer un certain type de lecteur, celui que Nietzsche et ses contemporains auraient sans doute appelé le lecteur vulgaire, qui se dit oh, on va s'amuser un peu, on va entendre parler de nourriture. Et puis derrière cette couche, il y a un livre qui est quand même très savant, parce que vous connaissez très très bien Nietzsche, vous connaissez très bien le corpus primaire, vous avez une très bonne connaissance de la littérature secondaire, et c'est un livre qui prend au sérieux ce dont Nietzsche nous dit très explicitement dans Ecce Homo, qu'il faut le prendre au sérieux contre l'opinion courante. Je vais relire pour tout le monde un texte qui me paraît ici exemplaire, dans Ecce Homo, pourquoi je suis si avisé, paragraphe 10. On me demandera pourquoi au juste j'ai raconté toutes ces choses mineures et selon l'opinion courante insignifiante, je me fais ainsi tort à moi-même, à plus forte raison, si je suis destiné à assumer de grandes tâches. Réponse, ces choses mineures, alimentation, lieu, climat, délassement, toute la casuistique de l'égoïsme, sont infiniment plus importantes que tout ce que l'on a jusqu'à présent tenu pour important. Par conséquent, on va mettre des guillemets, le spécialiste de Nietzsche, qui considérerait que la perspective que vous abordez pour lire Nietzsche est une perspective mineure, effectuerait exactement le contresens que Nietzsche dénonce lorsque lui-même met sur le devant de la scène quelque chose qui est de l'ordre de la diététique. Alors Nietzsche dit au fond, c'est là tout ce que l'on a, qu'il se dresse contre tout ce que l'on a jusqu'à présent tenu pour important. C'est pas tout à fait faux, et je me suis posé la question que vous posez peu, me semble-t-il, de l'arrière-fond historique de la chose. Alors, d'abord l'arrière-fond récent. Et il y a deux références qui me semblent frappantes. La première, vous l'évoquez très rapidement, c'est Feuerbach, 1862, qui publie un texte qui s'appelle « Le mystère du sacrifice » ou « L'homme est ce qu'il mange ». C'est un jeu de mots en allemand, parce que c'est Der Mann ist, was ist. Vous le citez très rapidement, ce texte. Alors, en un sens, vous avez raison de le citer rapidement, parce que ce n'est pas du tout la même chose que ce dont parle Nietzsche, alors même que le titre semble mettre et met sur le devant de la scène la question de l'alimentation. Mais Feuerbach ne parle pas du tout de diététique, ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Son objectif, c'est l'interprétation du sacrifice religieux comme consommation sacrée. Et il fait ça sur le fond de la théorie qu'il a exposée dans l'essence du christianisme en 1841. Autrement dit, si on comprend bien l'histoire de ce que l'homme fait manger à ses dieux et de ce qu'il mange lui-même, on peut reconstituer une histoire de la civilisation qui est aussi une histoire de l'homme aliéné. Bon. Deuxième référence, c'est un texte que je pense que vous n'êtes pas le premier à oublier, ni le dernier, mais que j'ai relu à cette occasion, et qui est un texte assez extraordinaire. C'est la troisième partie du conflit des facultés de Kant. Parce que Kant, dans la troisième partie du conflit des facultés, parle de diététique. C'est le mot qu'il emploie, et ça n'est pas une métaphore, il parle de diététique. C'est la question du rapport entre la faculté de philosophie et la faculté de médecine. On est en 1798, alors c'est un texte tardif, c'est un texte très bref. Un texte assez bouleversant où Kant se présente comme un vieillard, une sorte de survivant, à peine toléré, qui devrait d'ailleurs laisser la place aux plus jeunes. Mais c'est un texte intéressant. La diététique qui est définie comme le traitement, la diététique philosophique, c'est le traitement moral du physique en l'homme. C'est-à-dire, ce sont les moyens physiologiques qu'une ferme résolution de la volonté, le leitmotiv du texte, peut mettre en œuvre pour prolonger la durée de la vie. Il s'agit de prolonger la durée de la vie elle-même ayant une valeur dont l'appréciation est l'objet de la philosophie. La philosophie mesure la valeur de la vie, et en tant que la philosophie encadre la diététique,
elle explique comment on peut accroître la durée de l'existence. De ce point de vue, pour Kant, l'homme n'est évidemment pas du tout ce qu'il mange. Rien à voir avec Feuerbach. On pourrait dire que la question, c'est celle de l'homme en tant qu'il décide, pour bien se porter et vivre plus longtemps, de ce qu'il mange et de quand il le mange. À titre d'exemple, quand je dis exemple, j'exagère parce que c'est l'essentiel de ce qu'il dit sur l'alimentation. La diététique ne comporte pas seulement l'alimentation. En ce qui concerne l'alimentation, Kant explique que quand on est vieux, il vaut mieux éviter les nourritures trop liquides. Et que, je cite, l'on peut croire qu'imposer un nouveau pensum à la nature à l'occasion d'un repas du soir, alors que la première phase de la digestion n'est pas encore achevée, devrait être préjudiciable à la santé. Et il ajoute, de fait, on peut s'abstenir de ce repas du soir, par une ferme résolution. C'est un problème de résolution. Ces deux points de repère ne sont pas inintéressants, parce que si vous y réfléchissez, vous apercevez que Feuerbach retrouve la question de l'alimentation à partir de la religion, et que Kant retrouve la question de l'alimentation à partir de la médecine. Et ceci me paraît tout à fait instructif, parce que ça veut dire quelque chose, et ça veut dire que le vieux problème grec du régime d'existence, qui convient à l'homme libre en général, et en particulier aux philosophes, eh bien ce problème, historiquement, s'est trouvé éjecté de la philosophie, et déporté d'un côté vers la littérature de dévotion, la littérature de dévotion, et de l'autre côté, la thérapeutique médicale. C'est là que Nietzsche est grec. Je veux dire que sa culture grecque réapparaît, parce que je pense que, fondamentalement, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, il retrouve le sens grec de la diététique, qu'il connaît très bien, parce que c'est sa culture. Il retrouve le sens grec de la diététique qu'il appelle la casuistique de l'égoïsme. Et il revient, le terme évidemment est à mettre entre guillemets, mais il revient à ce problème du régime de l'existence philosophique. Foucault, qui était quand même un grand lecteur de Nietzsche, à la fin de sa vie, s'est à son tour tourné vers cette question de la diététique, du régime, en précisant bien, ce qui va bien sûr à l'encontre du texte de Kant que je lisais tout à l'heure, que pour l'homme libre, pour le grec libre, n'est-ce pas, l'art diététique de vivre n'avait pas pour finalité de conduire la vie aussi loin que possible dans le temps, je cite Foucault, mais plutôt de la rendre utile et heureuse dans les limites qui ont été fixées. Il me semble que Nietzsche était trop grec pour ne pas le savoir, et je pense qu'il a vu dans ce sens grec de la diététique une sorte de point d'appui pour contrecarrer deux choses. D'une part, le primat chrétien du péché, qui évidemment substitue à ce qu'il appelle la casuistique de l'égoïsme une casuistique du salut, laquelle ne peut se concevoir que sur le mode de la purification. Et puis de l'autre côté, la diététique lui sert de point d'appui contre le primat philosophique de la contemplation qui ne retrouve la diététique, on le voit bien chez Kant, qu'à partir de la théorie. Mais alors j'ai dit que Nietzsche revenait au sens grec, et évidemment il ne fait pas qu'y revenir, et c'est là que j'en viens au cœur de ce que vous évoquez, et j'avais envie de restituer un peu un contexte. Et parce que Nietzsche évidemment ne se contente pas de revenir, il va faire quoi? Eh bien, il va évidemment s'approprier ce problème de la diététique, et il est remarquable qu'il privilégie le problème diététique sous l'angle de l'alimentation, et non pas sous l'angle du sommeil, qui est aussi un problème très présent dans le texte de Kant, par exemple, ou le problème des relations sexuelles. La question nutritive est le point crucial de la diététique telle qu'elle l'intéresse. Pourquoi? Ça, c'est le cœur de votre livre. Je dirais qu'il devait s'approprier ce problème nutritif parce que c'est le problème de l'appropriation au sens le plus physiologique du terme. Alors toute la question à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce qu'il s'approprie la question de l'appropriation nutritive. Et là où évidemment le lecteur vous attend,
C'est, au fond, est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est pas une métaphore? Alors, à 2 reprises, vous dites c'est un registre qui est à la fois littéral et métaphorique. Et alors, quand on vous lit comme ça, on se dit, bon, c'est très bien littéral, à la fois littéral et métaphorique, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est à la fois littéral et métaphorique? Mais je pense que vous répondez, en fait, à cette difficulté de manière très claire. Parce que, si j'essayais de résumer ce que moi j'ai compris dans ce que vous dites, il me semble que vous distinguez quand même 2 grandes modalités successives de l'appropriation par Nietzsche de la diététique nutritive. Et la première, alors je prends le risque, je ne suis pas sûr que ces termes soient les meilleurs, mais je dirais la première modalité c'est la métaphore et la seconde c'est la métonymie, me semble-t-il. Parce que ce que vous mettez bien en évidence, c'est qu'il y a d'abord un registre humaniste par lequel Kant, excusez-moi, quel horrible lapsus, par lequel Nietzsche dit à son tour, parce qu'en fait, que au fond, la culture doit se convertir en existence, doit passer dans la vie. Ça, c'est très présent dans la critique de l'histoire, dans la deuxième considération inactuelle. Le savoir ne doit pas se réduire à un savoir abstrait. C'est la revendication d'une certaine forme de modernité contre l'après-modernité ou contre la modernité antérieure, qui, dans une perspective post-cartésienne, au fond, dit que le savoir a pour fin le savoir. Et on dit le savoir n'a pas pour fin le savoir doit passer dans l'existence. Si on s'exprime comme ça, il me semble clair, et vous me direz si je me trompe, que penser n'est pas se nourrir. Penser est analogue à se nourrir. Autrement dit, c'est une vraie analogie. De même que la nutrition convertit l'aliment en chair, de même, la vraie culture doit transformer le savoir en mode d'existence. Il me semble, vous me direz tout à l'heure, que ça n'est pas très original. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, et vous le dites très clairement, c'est que quand Nietzsche devient Nietzsche, c'est parce qu'il quitte Schopenhauer. Il quitte Schopenhauer lorsqu'il arrête de parler de volonté de vivre pour parler de volonté de puissance. Et alors, le rapport, me semble-t-il, n'est plus de l'ordre de la métaphore, mais de la métonymie. C'est-à-dire que l'alimentation physiologique, l'alimentation au sens propre, devient la partie qui désigne le tout. Le rapport est de continuité. Ça s'explique parce que la volonté de puissance, c'est le nom de la vie. Et c'est la vie en tant qu'elle désire s'assimiler, s'incorporer, quitte ensuite à, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, excréter. De sorte qu'à ce moment-là, l'appropriation ne consiste plus à vivre en accord avec ce qu'on a appris, à traduire ce qu'on a appris, mais l'appropriation signifie exercer sa puissance, étendre sa puissance, c'est-à-dire détruire, transformer, excréter. Et alors, il me semble, je ne suis pas tout à fait sûr de moi, il me semble qu'à ce moment-là, la rumination et la digestion acquièrent une signification qui n'est pas métaphorique, mais qui est une signification générique. C'est-à-dire que l'alimentation physiologique n'est plus qu'un cas où la forme, à un moment vous le dites assez clairement, la forme la plus élémentaire de la volonté de puissance. Et la nutrition, l'appropriation, acquiert une signification générique et une signification qui est spécifiquement morale, puisque s'approprier, c'est hiérarchiser d'une certaine façon les valeurs en absorbant et en reconfigurant les pratiques, les significations, les sentiments, etc. Du coup, j'arrive au bout. Ça me paraît très intéressant. Du coup, vous le dites bien, ce qui acquiert une portée tout à fait nouvelle, c'est la question du goût. Parce que si la nutrition est centrale, le goût est aussi central. Je vous cite page 115, « Connaître, c'est goûter, et goûter, c'est juger ». La formule est aussi antique ancienne qu'il est possible, parce que ce sont les démarcations entre les 3 critiques qui se brouillent complètement. Le concept devient une forme d'appropriation qui est dictée par une morale, laquelle est suspendue à la volonté d'étendre sa puissance, ce qui génère, si ça marche, collatéralement une forme de plaisir. Du coup, le christianisme, qui n'est pas seulement un exemple, c'est quand même la question centrale, me semble-t-il, le christianisme devient une affaire de goût.
il n'est pas question de le réfuter. Dans la généalogie de la morale, troisième dissertation, paragraphe 22, ce que Nietzsche reproche au christianisme, c'est d'être une religion de mauvais goût. Et il me semble que le terme a indissociablement une signification esthétique et physiologique. Là encore, la frontière se brouille. Du même coup, d'ailleurs, il ne peut plus être question de réfuter, il ne peut plus être question que de trouver un antidote. C'est la question de la troisième dissertation. Je voulais juste signaler une dernière chose. Il y a un texte dont vous ne parlez pas, vous pouvez me dire que c'est tout à fait normal que vous n'en parliez pas, puisqu'il n'y est pas question de Nietzsche, mais il y a quand même question de philosophie digestive. L'expression est littéralement employée. C'est Sartre, dans le fameux texte sur Husserl, qui a été assez connu, dans Situation 1, où Sartre critique violemment ce qu'il appelle la philosophie alimentaire. Et il appelle ça aussi la philosophie digestive. Alors, il ne pense absolument pas à Nietzsche, il pense à ces gens que nous ne lisons plus, Brunswick, Lalande, Meyerson, une sorte de psychologisme qu'il décrit comme une pensée de la connaissance par absorption, et ce qui lui oppose, c'est la phénoménologie de Husserl telle qu'il la comprend, qui est le contraire de l'absorption, puisque c'est l'idée de la conscience comme fuite en avant, comme éclatement vers. Mais il est assez frappant de voir qu'il emploie littéralement l'expression de la métaphore de la digestion pour décrire une philosophie qu'il critique et qui n'a strictement rien à voir avec celle de Nietzsche. Alors je voulais, vous allez réagir tout à fait librement, et en tout cas moi je voulais vous remercier parce que vous abordez, je crois, une question qui est en fait absolument centrale, qui n'est pas une question simplement impérative, là je ne vous crois pas, et vous l'abordez avec une légèreté qui, malgré votre sourire persistant, ne doit pas tromper. En tout cas, j'ai envie de dire, ne me trompe pas. Vous réagissez absolument comme vous voulez. Il y a beaucoup de choses. Alors c'est intéressant les remarques relatives au contexte historique, notamment Feuerbach et Kant. Alors chacun a une postérité en fait au XIXe siècle. Feuerbach, elle est tout à fait immédiate. Du côté kantien, en fait, quand Nietzsche prend à partie Luigi Cornaro dans le Crépuscule des idoles, il critique aussi une figure du dernier homme. C'est celui qui voudrait bien s'alimenter pour vivre le plus longtemps possible. Et ça m'a fait songer à quelque chose qui est vraiment absolument central et que j'ai omis d'évoquer, c'est que la critique de l'alimentation chez Nietzsche, elle est la critique aussi d'une certaine forme d'alimentation. Il y a une philosophie digestive qui est absolument délétère du point de vue nietzschéen, c'est la philosophie du pluvier, dénoncée par Socrate en la figure de Calliclès dans le Gorgias, celui qui mange et qui fiente en même temps, et qui en fait veut absorber et excréter le plus vite possible, mais ne jamais garder quelque chose en soi. Et cette figure, c'est la figure du dernier homme, c'est-à-dire de celui qui est un héritier du christianisme, qui voudrait porter à l'éternité sa forme de vie, mais pas dans l'au-delà, ici-bas. Et en fait, la forme séculière du chrétien, c'est l'hédoniste, et le transhumaniste, aujourd'hui d'ailleurs, on serait une bonne figure, celui qui aspire à un au-delà ici-bas, qui voudrait éterniser sa propre forme de vie et qui veut en fait de la quantité, qui ne réfléchit jamais en termes d'intensité ou de qualité de vie. Et de ce point de vue, évidemment, il est tout à fait dans la veine de l'éthique de la vertu, de l'arétisme hellénique. Et du coup, effectivement, cette question, elle permet de distinguer deux formes tout à fait différentes de digestion. La digestion chez Nietzsche, ce n'est pas un processus effectivement qui consiste seulement pour la volonté de puissance, à s'emparer de quelque chose et à lui greffer. C'est pas seulement faire du moi avec du non-moi, c'est aussi, ça implique aussi une porosité à l'altérité qui fait partie de l'identité si on peut appeler ça un sujet, un centre de force qui s'en empare. Du coup, il n'y a pas de... Évidemment, pour se désolidariser de l'opposition du sujet et de l'objet, et d'une conception un petit peu de surplomb de l'alimentation, Nietzsche il est prêt à concevoir la digestion comme une manière pour les tissus organiques et pour l'intellect de se laisser habiter par l'altérité. Et ce qu'il appelle le Selbst, ainsi par les Zarathustra, c'est le fait de créer du soi avec le non-moi, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de moi de toute façon, en fait, on ne fait que du soi. Tout ça, c'est du tissage, si on peut changer de métaphore.
Voilà, c'est le point que je voulais retenir. Et qui d'ailleurs me fait penser à une autre chose, c'est que dans la modernité, vous avez évoqué la question du sacrifice qui est essentielle, et puis Marcel Détienne a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une autre piste peut-être, c'est la question de l'alimentation New Age. C'est le dernier homme, c'est celui qui surfe sur les théories du développement personnel et qui va s'alimenter un petit peu, pas n'importe comment d'ailleurs justement, en voulant tout de suite des solutions immédiates, 60 recettes pour maigrir, 40 recettes pour être heureux. Ça c'est la figure, c'est l'avènement vraiment du chrétien séculier qui, faute d'idéaux transcendants, en fait, se rattache à des nouvelles idoles qu'il a créées de toutes pièces. Entendu, merci. Bon, je suis très heureux de présenter le livre d'Arnaud Sorosina, avec qui j'avais été en contact pour des questions qui étaient liées à la métaphore du corps, métaphore de l'alimentation. C'est pour ça qu'on avait discuté un petit peu de tes travaux, et tu m'avais d'ailleurs aimablement fourni un échantillon de tes recherches pour tes propres réflexions. Donc la première remarque à propos du livre d'Arnaud, c'est que c'était effectivement un petit livre très plaisant qui, comment dire, que l'on aimerait pouvoir ne lire que pour rire, que l'on peut aussi lire pour rire, et en même temps la question de savoir pourquoi c'est un livre sérieux et de quelle manière il faut le prendre au sérieux est une question qui se pose au lecteur de ton livre, comme elle se pose évidemment au lecteur du livre de Nietzsche. Donc c'est à la fois évidemment une introduction à Nietzsche, une introduction impérative, mais qui dans les mécanismes de lecture qu'elle invite à produire, parce que ce n'est pas simplement un livre qui est fait pour instruire, comme les livres de Nietzsche, s'apparente aussi comment dire, aux ressources textuelles du livre de Nietzsche. Alors je vais comment dire, pour essayer de faire une lecture à la fois honnête et constructive, essayer de faire part de mon embarras, c'est-à-dire, je pense que ça n'est évidemment absolument pas un livre indigeste, bien au contraire, c'est un livre très agréable, mais en même temps un livre qui est, comme le texte de Nietzsche, assez difficile à assimiler, c'est-à-dire que, bon, j'ai moi-même essayé de travailler sur Nietzsche il y a bien longtemps, et n'y étant pas parvenu, peut-être parce que j'avais un esprit trop systématique ou trop dogmatique, je me suis tourné vers des philosophies plus rationalistes, et donc je vais essayer d'adopter aussi un petit peu le point de vue du rationaliste qui aimerait, coûte que coûte, tirer quelques conclusions finalement de cette lecture. Et donc l'embarras, au sens positif du terme bien évidemment, vient d'abord du fait que le livre d'Arnaud Sorosina est un livre à la fois familier et singulier. Alors familier, là encore comme les textes de Nietzsche, puisqu'il est question de nourriture, de métaphore, de la métaphore de la digestion, pour exprimer à la fois l'assimilation, la mémoire, la culture, la philosophie du corps, et s'enracine dans une longue tradition de métaphores intriquées, de la médecine et de la philosophie, de la médecine et de la politique. Et évidemment, se plonger dans les métaphores, c'est évidemment être entouré de termes sensibles pour parler de termes abstraits. Donc effectivement, la question de la métaphore digestive et de la métaphore en général, elle n'est pas, comment dire, marginale, elle est au cœur même de la philosophie de Nietzsche, puisque en réactivant les métaphores, en les reprenant, Nietzsche nous installe au cœur du langage ordinaire, puisque tu évoquais les métaphores qu'on trouve chez Platon, mais le fait de digérer, d'assimiler, on ne peut pas utiliser dans la langue ordinaire le terme de digérer ou d'assimiler sans penser à la fois à la nourriture et au savoir. Donc il est évident que Nietzsche ne se contente pas de revenir, enfin d'attirer l'attention sur l'aspect matériel ou corporel, mais il nous replonge dans ce qui est notre propre langage et dont on a oublié bien évidemment que ils ont une origine métaphorique. Donc effectivement, il y a quelque chose de très familier dans la manière dont Nietzsche, comme ton ouvrage, nous replonge au cœur des métaphores
Il nous ramène à l'origine sensible et corporelle des concepts. Et en même temps, c'est un ouvrage qui est très singulier, c'est-à-dire qu'il appartient à plusieurs genres à la fois, donc il éveille chez le lecteur différents intérêts, et surtout, je dirais, aujourd'hui, c'est-à-dire que, au fond, en réalité, c'est un livre qui appartient à plusieurs genres, et on ne saurait pas trop finalement dans quel genre le classer, ce qui est aussi peut-être une bonne chose. Mais... Donc c'est évidemment un ouvrage sur Nietzsche, qui permet de reconsidérer la philosophie de Nietzsche dans son ensemble, en tout cas dans des aspects centraux, à partir de la question de l'alimentation et du corps comme grande raison. Mais c'est aussi un ouvrage sur le régime et l'alimentation, dans son rapport à la culture et à la santé. Or, évidemment, puisque depuis quelques années, je ne sais pas depuis combien de temps exactement, il n'est indifférent à personne, moins qu'avant peut-être, que le fait de manger n'est pas un acte éthiquement neutre, hein, que l'on mange de la viande, que l'on soit végétarien. Et on cherche depuis quelque temps dans les habitudes alimentaires une sorte de salut ou de nouvelle sagesse. Mais en même temps, on voit que ce n'est pas chez Nietzsche que l'on va trouver un régime à suivre, parce que, tu l'expliques très bien, il est tenté par le végétarianisme, et en réalité, il revient à un esprit plus carnivore, mais au fond, on a envie de le suivre ni dans une voie ni dans l'autre, parce que ces voies semblent à chaque fois affirmées de manière un peu gratuite, un peu arbitraire, et si l'on suit ces préconisations en termes de régime alimentaire, on a l'impression que le critère nous échappe, même si tu expliques qu'il est en contact avec des physiologues, des biologistes, mais au fond, on a l'impression que c'est d'une certaine manière un régime impossible à suivre. En tout cas, ça n'est absolument pas un régime qui va nous permettre de comprendre comment mieux vivre et mieux manger. Alors, ce qui pose la question du caractère embarrassant et très sombre, en réalité, de cette question de la nourriture, Bertrand Binoche évoquait à juste titre la parenté avec Michel Foucault, pour qui la question du régime a aussi été très importante. Mais je dirais, bien évidemment, comme chez Nietzsche, selon une perspective qui n'a pas grand-chose à voir avec l'hédonisme, mais qui est presque opposée à elle. Alors, comme tu évoquais Michel Foucault, ça m'a fait penser, justement en matière de régime alimentaire, à une entrevue qui est publiée dans les 10 écrits de 1982, où un journaliste américain lui interroge Foucault sur la question de l'art du bien vivre et de la question de l'hédonisme. Donc voilà ce que dit celui qui l'interviewe. L'une des choses qui impressionne en vous, Michel Foucault, cette espèce d'austérité monacale dans laquelle vous vivez. Vous ne correspondez pas à l'image du Français raffiné qui pratique l'art du bien vivre. Vous êtes aussi le seul Français que je connaisse qui m'a dit qu'il préférait la cuisine américaine. Et Foucault répond, oui, c'est vrai, un bon club sandwich avec un Coca-Cola, il n'y a rien de tel. C'est vrai avec une crème glacée, bien sûr. Bon, ce qui est la traduction, évidemment, parce que j'ai du mal à imaginer Michel Foucault qui dirait spontanément crème glacée, c'est ice cream. Bon. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, la question du rapport vivant, enfin, d'une sorte de biopolitique ou de l'idée que la culture et la vie doivent être intriquées, ne vont en réalité pas du tout de pair avec ces platitudes très ennuyeuses qui sont comment bien manger, l'art de la table et de la conversation. Et on voit en suivant ton livre que les considérations de Nietzsche sur l'alimentation sont à l'opposé de la tradition du banquet, de l'espace partagé, de la conversation. Il y a un rapport solitaire à la nourriture qui est lié au fait que on mange des cadavres, on finit par manger de toute façon des choses qui sont détruites. Donc le fond un peu tragique du rapport à l'alimentation nous conduit aussi vers des terrains qui sont très éloignés de l'hédonisme. À propos, alors, il y a une partie de la question que je me posais qui a été, éclairée par la distinction très intéressante que tu proposais comme réponse à partir du rapport entre métonymie et métaphore. Les esprits se rencontrent toujours. Oui, même les petits. Les uns suivent les autres. En tout cas, effectivement, l'idée que c'est une manière correcte de décrire, c'est-à-dire
c'est pas une façon de réduire au modèle physiologique, mais en comprenant le fonctionnement de l'estomac, c'est aussi une manière de décrire le corps, une manière de décrire la mémoire enracinant dans le corps, etc. Alors moi, ce qui est frappant et ce qui me pose problème, c'est, tu parlais de considérations potaches, mais comment prendre au sérieux les considérations de Nietzsche dans sa correspondance sur l'alimentation, parce que ça a un côté presque insupportable, c'est-à-dire en plus considérations obsessionnelles sur la marque de chocolat, sur le beefsteak qu'il va manger avant de prendre le train, sur un rapport affectif qui... donc, on comprend très bien le registre métaphorique ou métonymique et la matrice interprétative, comme il l'explique si bien, de la question de l'estomac. Et en même temps, effectivement, on ne peut que sourire ou être agacé même en lisant les considérations de Nietzsche données sur l'alimentation. Donc moi, personnellement, j'ai du mal à faire le lien. Bref, toujours est-il que, d'une certaine manière, on trouvera dans le livre de Nietzsche, évidemment, tout le contraire d'une recette de cuisine, c'est-à-dire, ou d'un régime, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut suivre. C'est plutôt l'idée que ces choix sont assez peu raisonnables. Ça nous parle de saucisses, saucisses et saucisses, comme tu l'expliques. Ça n'est pas le régime méditerranéen, ça n'est pas ce qu'on entend par diète. Ce n'est pas un régime qui permet une longue vie, qui permet d'être en bonne santé. On n'a aucune certitude sur le... Donc, est-ce que cette incertitude produite par la possibilité, aussi absurde d'une certaine manière, d'être végétarien ou carnivore, est-ce que c'est une manière de nous prémunir en même temps contre un certain dogmatisme en matière alimentaire qui prévaut aujourd'hui, d'une certaine manière? Est-ce que ce n'est pas finalement pour dire, comme Foucault, que la question essentielle, ça n'est pas au sens propre l'alimentation, puisque le philosophe se contente effectivement d'un club sandwich. Donc, là où, puisque j'étais embarrassé à lire ton livre, au sens où ça m'a fait réfléchir, je vais, pour te rendre la monnaie de ta pièce, t'embarrasser à mon tour, c'est-à-dire te poser les questions que je me suis posées, simplement en essayant, peut-être en pensant aussi à ce que m'avait dit il y a peu de temps Bertrand Binoche à propos de Nietzsche, justement, l'éternel retour, c'est-à-dire que l'idée que chaque philosophe a une grande idée qui revient. Donc, malgré tout, qu'on peut trouver une sorte de point fixe, de point de repère à propos de... Tu vois à quel moment de ta conversation? Pas du tout. Si, quand tu parlais d'éternel retour, tu disais que chaque philosophe a une idée ou une sorte d'obsession de cohérence, et que l'adversaire de Nietzsche, c'est le christianisme. Donc, pour comprendre l'éternel retour, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'autre vie. Voilà. Donc l'idée que, malgré tout, dans cet ensemble chatoyant de métaphores, il y a des points de repère qui doivent nous permettre d'identifier des thèses ou de les hiérarchiser. Donc la question que je poserai de manière peu nietzschéenne, c'est quelle conclusion peut-on tirer de ton livre, doit-on tirer de ton livre, puisqu'en réalité c'est un livre effectivement déroutant à l'image de la philosophie qu'il commente, dont il faudrait certainement se garder de tirer des conclusions, mais si j'insistais, quelles seraient ces conclusions? Et à partir donc notamment de la question de la digestion élevée au rang de matrice d'interprétation, qu'est-ce qu'un livre un peu systématique devrait retenir de ton livre? Est-ce que, alors 5 ou 6 pistes, quand je dis que je t'embarrasse, c'est que en même temps je te laisse entièrement libre, bien évidemment, il ne s'agit pas de poser des questions pour embêter. Est-ce que le plus important à retenir ou à comprendre, c'est l'idée que la digestion est un processus long et complexe, à partir duquel on peut comprendre la culture et l'esprit, et donc d'une certaine manière, nous ne sommes pas maîtres de notre culture, de même que nous ne sommes pas maîtres de la manière dont nous digérons, même si nous pouvons choisir nos aliments. C'est-à-dire, est-ce que la digestion renvoie à quelque chose de long et complexe, qui s'étale sur plusieurs siècles, et qui permet de comprendre l'idée que la civilisation renvoie aussi à une grande partie d'héritage à réinterpréter, de quelque chose dont finalement nous ne sommes pas maîtres, c'est-à-dire que nous composons avec
quelque chose d'ancien et de profond, et que nous ne pourrons pas nous en tirer facilement, nous ne pouvons pas nous débarrasser. C'est-à-dire que tout ce qui doit disparaître implique un long processus de digestion. Avons-nous digéré l'amour de Dieu? Est-ce que c'est une hypothèse qui permet de faire une synthèse au niveau général de l'interprétation de la digestion? Est-ce que c'est plutôt l'idée qu'il faut remplacer les métaphores par d'autres? C'est une nouvelle manière de déployer un langage philosophique en rappelant que les concepts ne sont que des métaphores et que, bien qu'au fond, c'est simplement une manière de nous ramener au corps? Est-ce que c'est cette hypothèse qui est la plus générale et la plus fédératrice, je dirais? Bon, je vais réduire un petit peu les hypothèses puisque je m'aperçois qu'elles se répètent un petit peu. Mais si on prend au sérieux la métaphore de la digestion, bon, il faut éviter ce qui est indigeste, aussi bien les livres que les nourritures. Mais en même temps, toute activité intellectuelle passe par une forme de digestion d'un matériau étranger, donc la question du soi et du non-soi. Est-ce que c'est une manière au contraire de dire que nous sommes toujours orientés vers l'extériorité dans la question de l'assimilation? Est-ce que ça vaut aussi pour la culture? Et dernier point, qui sera, tu me pardonneras, la formulation naïve, mais est-ce qu'il faut, d'après toi ou d'après Nietzsche, est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange? A-t-on raison d'accorder autant d'importance à la nourriture? Faut-il comprendre ceux qui sont victimes d'orthorexie? Faut-il plutôt suivre Michel Foucault et se contenter d'une nourriture sommaire? Donc, cette dernière question, c'est est-ce qu'effectivement la question du régime alimentaire doit être pris au sérieux, au sens le plus simple? Merci pour toutes ces questions qui elles recoupent en fait ce que disait Bertrand Binoche sur la casuistique de l'égoïsme en fait, ouais. Puisqu'on est face à quelqu'un qui écrit en philosophe un peu comme Stendhal en égotiste. On est face à un discours qui ne prétend pas à l'universalité, donc je serais bien en peine de définir quel serait un régime à suivre selon Nietzsche, qui précisément dans le texte que j'ai évoqué tout à l'heure où il critique Cornaro, dénonce cette tendance des diététiciens à vouloir effectivement définir une norme non seulement du goût, mais une norme aussi une norme ou un ensemble de normes alimentaires. Raison pour laquelle, ce qui est intéressant peut-être, malgré en dépit du fait qu'on ne puisse pas en tirer de conclusion définitive, dans l'attention presque agaçante effectivement de Nietzsche sur ses propres habitudes alimentaires, c'est qu'il est parfaitement conscient que ce n'est pas le régime alimentaire qui est la cause d'un effet qui serait la structuration du caractère en fonction d'elle, c'est plutôt un symptôme. Et en fait, Nietzsche s'ausculte lui-même comme s'il s'auto-observait comme un médecin. Il est très intrigué par ce qui se passe dans son corps parce qu'il a conscience qu'il n'en est pas maître. Raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de volontarisme diététique, d'intellectualisme diététique au sens de l'intellectualisme moral de Platon. Il ne suffit pas de connaître le bien alimentaire pour que ça se mette en œuvre. Les choses sont bien plus complexes et ça se joue peut-être dans l'autre sens. Donc, il y a une symptomatologie qui est liée aussi à un esprit disciplinaire chez Nietzsche, qui fait qu'en s'observant soi-même, en se sculptant, on découvre les lois larvées dans notre physiologie. C'est se connaître soi-même, l'impératif delphique qui se joue dans cette casuistique-là. Et Nietzsche, oui, se constitue une médecine propre à lui. Et d'ailleurs, il le dit dans ses lettres.
en fait, les médecins ne me comprennent pas. Moi, je suis bien meilleur, en fait, médecin. Bon, pour moi-même, en tout cas. Pour la culture aussi. Et je crois que je cite un passage où il dit c'est très intéressant la manière dont mon estomac se dilate. Normalement, c'est vers la droite, mais moi, c'est vers la gauche. Incroyable. En fait, l'attention, c'est plus une attention à l'idiosyncrasie des corps qui fait que Nietzsche il nous donnerait pour impératif. En fait, les conclusions à tirer, elles ne sont pas d'ordre intellectuel, elles sont d'ordre éthique, peut-être, au sens de Foucault d'ailleurs, pour le coup, au sens du souci de soi. C'est se réapproprier son rapport à son corps et à l'extériorité de ce qu'on assimile en général, non pas en prenant un modèle pour répéter ce que Nietzsche fait, mais en répétant son geste et non pas les contenus. La question de Nietzsche, elle est transcendantale, elle ne porte pas sur des contenus, effectivement. Et du coup, en fait, tu as formulé des hypothèses qui sont... tu me mets bien en peine de les compléter, puisque, surtout la première me paraît particulièrement pertinente, puisqu'elle pose une question qui est relative à l'éthique de la patience chez Nietzsche. Ce qu'il appelle la probité, ça concerne aussi la patience, qui n'est pas une vertu comme les autres chez lui, c'est la condition de possibilité de toute autre vertu, je crois. Le fait de se laisser habiter par une temporalité qui dépasse les frontières de notre propre maîtrise, dans le sens où la quotidienneté, ce qui la caractérise, c'est qu'on a un rapport au temps qui est instrumental. Le schématisme, les concepts de l'entendement, la manière dont on constitue un emploi du temps. Très souvent, en fait, c'est du temps très mal employé quand on fait des emplois du temps. Et Nietzsche, il s'emploie à détruire effectivement cette conception fossilisante et momifiante de la réalité temporelle. Et ce qu'il suggère, c'est que la digestion, en fait, vu que c'est un processus organique qui est une croissance pure, on pourrait rapprocher ça de la durée bergsonienne si on veut, mais c'est plutôt en fait une manière de considérer l'alimentation comme l'un des éléments éthiques qui fait que s'alimenter, ça a un rôle éthique exactement comme les rythmes de fréquentation de la lecture. C'est très important pour Nietzsche, à mon avis, ça c'est quand même une loi qui serait applicable, que quand on mange, il faut prendre son temps par exemple. Et mâcher, alors il y a tout un tas de... D'ailleurs, dès le 19e siècle, il y a des diététiciens qui disent oui, il faut mâcher au moins 19 fois dans sa bouche avant d'avaler. Et en fait, Nietzsche, il y a quelque chose qui est disciplinaire, dans le sens où il adore la discipline. Mais se discipliner soi-même, l'idée d'une discipline de soi, une autodiscipline. Je crois que c'est ça. Voilà, l'ascèse, absolument. Ouais. C'est une ascèse, mais qui serait seulement le moyen d'une intensification. Parce que je pense que la diététique, elle a à voir avec l'ascèse, d'une part, et avec l'obstétrique, parce que faire attention à ce qu'on mange, et la question de la durée que tu évoques, c'est aussi la durée de la grossesse. Il faut faire attention à ce qu'on mange, parce que c'est quand même la condition, c'est l'une des déterminations de ce qui peut croître dans le penseur. Et ceci va de pair avec un souci extrêmement ascétique de soi. Et c'est là que c'est très important de rappeler que l'ascétisme n'a pas nécessairement le sens chrétien. Ouais. Qu'il a chez Schopenhauer et que Nietzsche vise de manière récurrente. Mais il y a une bonne ascèse dans la correspondance, il y a plusieurs formules qui sont très frappantes. J'ai une formule qui dit je connais une sorte d'ascèse très difficile à concevoir pour les autres, très peu intelligible, mais c'est le contraire, et c'est sa critique de l'hédonisme. De ce point de vue-là, effectivement, il y a une critique tout à fait claire de l'hédonisme, qui est bien embarrassante pour tous ceux qui veulent faire de Nietzsche une sorte de crétin hédoniste qui consisterait à dire vivons bien maintenant dans le présent, et puis voilà, ce qui est la fin de toute pensée. C'est bon, je trouve. Mais non, il n'y a pas de souci. C'est ce qui se passe chez les lecteurs de Nietzsche qui sont eux-mêmes des lecteurs hédonistes, qui ne sont pas maîtres de leur propre métabolisme. Et qui cherchent une justification à leur paresse. Oui, comme ça, c'est Nietzsche, pour lui, ça s'appliquerait à tout le monde, mais on a les vices qu'on mérite, et on est responsable de son métabolisme et des rythmes métaboliques physiologiques. De toute façon, ça veut dire aussi intellectuel, puisque l'éthique du souci de soi au niveau de la quotidienneté, elle a des répercussions immédiates
sur la manière dont on aborde la fréquentation de l'altérité. C'est pour ça que c'est quand même une réappropriation, je pense, philosophique de ce qui n'était plus philosophique depuis un bon moment. Parce que toutes ces questions-là, elles étaient confisquées par la médecine ou par la religion. Effectivement. Il y a le renverse, c'est intéressant parce que tu évoquais à l'instant au niveau de l'histoire de la culture, est-ce qu'on peut parler de digestion? Est-ce que c'est ça aussi qui intéresse Nietzsche? Effectivement, avant d'approfondir ce point, moi je trouve ça tout à fait fascinant, la question de la métonymie, en fait, elle est assez fascinante parce que dès les premiers textes de Nietzsche, il dit clairement, en fait, pour moi, Socrate, les noms onuma, le nom est toujours en fait le symptôme d'un processus qui est au-delà de lui. Le nom, c'est la manière dont a été digéré quelque chose qui s'est passé en amont. Et Socrate n'est que le nom de l'individu qui est le plus socratique, mais en fait le socratisme précède Socrate et est ultérieur évidemment à lui. C'est pour ça que les noms sont toujours des métonymies chez nous. Les individus, ça n'intéresse pas. C'est quel type de vitalité, c'est-à-dire quelle manière de digérer se trouve chez cet individu. Est-ce que sa fréquentation par capillarité ou par de proche en proche va avoir une incidence positive sur ma propre vitalité. Et donc effectivement, si on devait tirer une conclusion éthique, c'est à la lumière de ce qu'on connaît de sa propre complexion et du type de vie et de vitalité qu'on veut promouvoir, il faut être conséquent avec son propre métabolisme et définir en fait un paramétrage physiologique de la réalité qui ferait que non seulement dans nos fréquentations, dans la manière dont on s'alimente intellectuellement et organiquement, il y aurait une cohérence et une cohésion qui définit un fil rouge pour notre vie. Il ne faut pas qu'on confisque la parole parce qu'il y a des gens avec ça. Ouais. Je me demandais la place des notions de plaisir et de peine chez Nietzsche et chez Foucault par rapport à cette question. Et aussi, vous avez parlé d'un type précédent au transhumanisme, antécédent du coup qu'il a pionnier, comme prolongement de la vie ici-bas. Et en même temps, M. Binoche vous a parlé de paresse et d'hédonisme. J'aimerais voir s'il y a quelque chose qui peut être clarifié entre ces deux idées. Je laisse Arnaud répondre pour le transhumanisme parce que ça c'est sa responsabilité. D'accord, est-ce que tu peux préciser un peu la question sur le transhumanisme? Je ne suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir. Sur l'usage de la diététique comme prolongement quantitatif du présent ou comme prolongement ici-bas. Et en même temps, comment l'articuler. Ok. C'est bien parce que je n'ai pas bien compris. D'accord. Alors, en fait, je disais ça parce qu'il y a des volumes collectifs qui sont parus. Il y a plein de transhumanistes actuels qui se réapproprient Nietzsche en disant qu'il est déjà un défenseur du transhumanisme parce qu'il défend l'idée du surhomme et d'une espèce de forme de vie qui serait plus humaine, qui serait au-delà de l'homme. Mais en fait, c'est l'antithèse exacte de l'idéal que défendent les transhumanistes. Et en fait, on peut trouver déjà dans le portrait du dernier homme, dans Ainsi parla Zarathustra et puis dans les textes contemporains, quelque chose qui anticipe tout à fait les idéaux transhumanistes actuels. Si on s'entend à dire que le transhumanisme, c'est la volonté de nier tout ce qui est l'organicité, donc la précarité existentielle qui est liée à l'organicité de l'homme. Combattre la maladie, promouvoir le plaisir dans le temps le plus souvent possible, donc recourir à des techniques artificielles d'extension hédonique de soi, et surtout évidemment détruire tout ce qui est mortel dans le corps, donc accéder à une forme d'immortalité, ce qui implique des transferts par exemple de conscience. Il y a tout un folklore de représentation qui repose sur une théorie de l'esprit qui est tout à fait farfelue, qui supposerait qu'on puisse
mécaniser l'esprit en fait, ou le numériser dans une puce. Et donc ça, Nietzsche il le voit déjà à l'œuvre dans Le Dernier Homme, qui est l'hédoniste qui, après la mort de Dieu, ne sait plus à quel saint se vouer et veut se diviniser lui-même. Et atteindre une forme de bonheur qui serait une espèce de plaisir continu, en évitant toute forme de déplaisir. Et Nietzsche en repère les symptômes dans l'hédonisme influencé par la pensée utilitariste notamment. Donc, sur la question du plaisir et de la peine, Nietzsche il considère qu'il n'y a pas de mesure objective du plaisir et de la peine, puisque de toute façon, ça supposerait qu'anthropologiquement on puisse quantifier objectivement des intensités de plaisir ou de déplaisir, alors qu'en fait, on ne peut pas mesurer l'effet. Ce que dit Nietzsche, c'est qu'il y a des aliments qui ont l'air très bons, mais en fait, leur effet à long terme peut être tout à fait pernicieux. Donc il ne faut pas se fier à ses propres organes de perception. Preuve en est d'ailleurs le fait que nos goûts évoluent et qu'on a à devenir maître de son propre goût. Ce qui peut paraître dégoûtant au premier abord, en fait, peut être non seulement salutaire, mais en plus précieux pour la perception de soi. Moi, ce à quoi je pensais, madame, c'était, mais ça embraye bien sur ce que vient de dire Arnaud, c'était, excusez-moi, j'espère ne pas me tromper sur le numéro exact, je crois que c'est le paragraphe 225 de Part de la bien et mal, qui s'ouvre par le renvoi dos à dos assez provoquant de l'utilitarisme, l'hédonisme, le démonisme, alors les trois ensemble ça va, et le pessimisme, Schopenhauer. Et Nietzsche dit, au fond, tous ces gens-là sont d'accord, ils sont d'accord sur une erreur. Et l'erreur, c'est de considérer le plaisir et la souffrance comme des critères d'appréciation de la conduite. Et il continue en disant, c'est une erreur parce que la volonté de puissance, ce qu'elle veut, c'est étendre sa puissance. Elle ne cherche pas à éviter la souffrance ou à obtenir du plaisir. Elle cherche à étendre sa puissance. Il y a un fragment posthume, ne me demandez pas la référence précise par cœur, je l'ai oublié, Arnaud doit le savoir, il sait tout, puis il a une mémoire jeune. Il y a un fragment posthume où Nietzsche dit d'ailleurs tout à fait clairement que la volonté de puissance n'a pas pour fin le plaisir ou la minimisation de la souffrance, mais que le plaisir est une sorte d'effet collatéral de l'extension de la puissance. Et ceci implique une positivation de la souffrance, puisque la souffrance, c'est quelque chose qui stimule la volonté de puissance, qui la contraint à s'étendre. Donc on voit très bien, ça c'est un point absolument fondamental, je pense, de manière générale, c'est le fait que Nietzsche s'inscrit, il n'est pas le seul, Nietzsche s'inscrit dans toute une critique extrêmement répandue au XIXe siècle, mais qui a pris des formes très différentes, qui est une critique de l'utilitarisme, en tant que l'utilitarisme, c'est la première proposition de l'introduction au principe de morale et de législation de Bentham de 1780, à savoir que l'homme recherche le plaisir et fuit la souffrance. Et ce partage entre recherche du plaisir et fuite de la souffrance, beaucoup au XIXe siècle le brouille. Alors, Nietzsche va le brouiller à sa manière, on en trouve toutes sortes de traces, mais son intérêt pour l'ascétisme vient de là aussi, puisqu'il va dire l'ascétisme, c'est justement une façon de jouir dans la souffrance. Ce n'est pas une façon de jouir contre la souffrance, mais de jouir dans la souffrance. Et la définition même de la vie comme volonté de puissance est, dans son esprit, une définition anti-hédoniste. Et ça renvoie, je crois, à quelque chose de très très important, c'est un contresens qui est extrêmement répandu. C'est que comme Nietzsche a beaucoup critiqué l'ascétisme chrétien, on retient souvent l'idée que c'est un adversaire de l'ascétisme chrétien, et puisque c'est un adversaire de l'ascétisme, c'est un partisan du contraire de l'ascétisme, donc de l'hédonisme. Et de là cette vulgate que moi j'appelle parfois le nietzschéisme de gare, qui consiste à faire de Nietzsche un partisan du plaisir immédiat. Or, alors, pas seulement, bien sûr, l'œuvre publiée, la correspondance aussi, montre une obsession pour l'alimentation, mais une obsession pour l'autodiscipline, et montre très bien que Nietzsche n'était manifestement pas du tout un hédoniste dans sa vie épistolaire, et ça se traduit bien philosophiquement.
le plaisir, sous sa forme positive ou la minimisation de la souffrance, ne sont pas des critères d'évaluation des actes. C'est pas ça on cherche à étendre sa puissance. C'est ça le point. Et de ce point de vue-là, Bentham, tous ceux qui opposent le plaisir à la souffrance ont tort. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que Nietzsche est un partisan de l'ascétisme. Simplement, il est un partisan de l'ascétisme qui n'est pas l'ascétisme au sens que lui ont conféré les prêtres, et les prêtres chrétiens en particulier. Et c'est pourquoi toute la troisième dissertation de la Gège de la morale n'est pas une critique de l'ascétisme tout court, ça ne veut rien dire. C'est la recension des diverses significations qui peuvent être conférées à l'ascétisme selon les types, au sens de Nietzsche, qui s'emparent de l'ascétisme. Il se trouve que malheureusement, le type sacerdotal non seulement s'est emparé de l'ascétisme, mais que cette interprétation sacerdotale de l'ascétisme a triomphé historiquement, et c'est pourquoi la Terre est l'étoile ascétique par excellence, c'est pourquoi la Terre est une sorte d'hôpital d'Aldivé, etc. Mais je crois qu'il faut beaucoup insister sur le fait que Nietzsche est un partisan de l'ascèse, et ceci, je pense, en toute conscience, puisque c'était un grand helléniste. C'était pas un grand historien de la philosophie, mais c'était un grand helléniste. Et en toute conscience du fait que l'ascésis chez les Grecs est un concept tout à fait fondamental. C'est si vrai d'ailleurs que la question de la conservation, la critique de la notion de conservation, elle serait presque synonyme chez Nietzsche d'une critique de ce qu'on pourrait appeler la philosophie bourgeoise. La bourgeoisie en philosophie, c'est le nom de toutes les tentatives conceptuelles de penser la vie comme... d'ailleurs, à la lumière de catégories mécanistiques, c'est ce qu'il reproche à Darwin, c'est de penser que les espèces, elles cherchent que à se conserver. Et alors que la vie, du coup, la vie n'est même plus là dans l'évolution darwinienne, en fait. Et ça s'appliquerait du coup à la diététique de ceux qui veulent se nourrir pour se conserver. En fait, ils ne se nourrissent pas vraiment. Puisque se nourrir, c'est toujours chercher plus que la simple conservation. Oui, c'est aussi l'erreur de Spinoza. Ouais, tel que Nietzsche le comprend. C'est l'ancêtre de Darwin, d'ailleurs, pour lui. Il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Oui, mais justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, puisque la volonté de puissance ne vise pas en réalité le plaisir, on ne trouve pas de passage de gourmandise chez Nietzsche. Pour l'instant, c'est toujours très austère. Si, il a des moments d'exultation organique. Notamment là, quand il mange une bonne saucisse. C'est des moments précieux pour lui. Devant une saucisse si délicieuse, j'oublie tous mes soucis. Mais le plaisir s'inscrit sur le fond d'une préoccupation diététique qui déborde le plaisir lui-même. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir pour le plaisir. C'est ça, il n'y a pas d'immanence au plaisir gustatif chez Nietzsche. Ça prend sens dans un univers symbolique où il injecte des significations. La preuve en est le fait qu'il a conscience, Nietzsche, que la saucisse, c'est une espèce de mise en abîme de la volonté de puissance. On digère quelque chose qui est déjà de la digestion. C'est ça, c'est vraiment une mise en abîme. On s'achemine là vers une philosophie de la saucisse qui est incontestablement troublante. Oui, Foucault, oui, effectivement. Oui. Voilà, on va essayer de parler. Et, la question sur Foucault à propos des plaisirs et des peines, ou la question de l'hédonisme. Je pense que c'est une vaste question, parce que la question de l'ascèse chez Foucault elle est importante. Il reprend le terme d'ascésis auquel il confère le sens plus général d'exercice et de discipline, donc en un sens qui va au-delà évidemment de l'ascèse chrétienne. Après, je pense qu'il y a aussi l'idée que la modernité constitue une rupture par rapport à ce modèle ascétique. Et donc cette coupure, elle est instaurée d'après Foucault notamment par Descartes, lorsqu'il dit qu'avec Descartes, le cogito, le rapport à soi cesse d'être un rapport ascétique à soi-même. Et donc dans une sorte de rapport immédiat de la pensée elle-même, il n'y a pas l'idée que la conquête de soi se fait par la maîtrise d'une culture, le détour d'une histoire, d'une rhétorique, etc. Donc, pour ce qui est de l'ascèse, je pense que chez Foucault, ça rejoint
des perspectives très générales, je ne saurais pas bien vous répondre comme ça. Et à propos du rapport entre les plaisirs et les peines, je pense qu'il y a aussi ce que tu évoquais, la critique de l'utilitarisme, la critique de Bentham, et peut-être l'idée qu'une certaine forme d'utilitarisme bien arrive à l'idée qu'on va essayer de contrôler la vie, on va la dénaturer pour supprimer ce qui dans la vie est aléatoire et fait de souffrance. Après, plus précisément, je ne saurais pas comment répondre chez Foucault sur cette question. Je pense quand même qu'à la fin, la question, il faut bien distinguer, parce que vous avez prononcé le mot disciplinaire, alors c'est des questions qu'il faut bien distinguer des choses, mais la question de l'ascésis, parce qu'il refuse de parler d'ascétisme, il dit je préfère parler d'ascétique, puisque l'ascétisme est un terme qui est tellement connoté chrétiennement qu'il ne veut pas l'employer. D'ailleurs, je signale que il ne le sait pas, il ne sait pas à quel point il avait raison, mais ascétisme, que ce soit en français, que ce soit en allemand, que ce soit en italien, c'est un peu moins vrai en anglais, est un terme très moderne, c'est un terme qui apparaît très tardivement. Donc il parle d'ascétique, et quand il parle d'ascétique, c'est là qu'il croise Nietzsche, mais en revenant au grec, et au grec tel que les a lus Pierre Hadot. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que chez les Grecs, la philosophie n'est pas essentiellement une doctrine, mais c'est un exercice, c'est une activité. Et c'est une activité qui est indissociable de l'existence quotidienne, donc du régime de sommeil, de nourriture, etc. C'est ce dont se souvient Nietzsche dans le texte que je lisais tout à l'heure, et c'est ce dont se souvient Foucault, par opposition, tu as tout à fait raison, à ce qu'il appelle le moment cartésien, qu'il interprète sans doute de manière un petit peu brutale, en disant, au fond, avec Descartes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une coupure entre le domaine de la philosophie, de la contemplation, et puis le domaine de l'existence. Ce qu'il résume en disant, la formule est très séduisante, je ne sais pas si elle tient la route, mais elle est très séduisante en disant, au fond, avec Descartes, la théorie a pour fondement elle-même, elle se fonde sur elle-même, et elle a pour fin elle-même. Le savoir se fonde sur lui-même, l'évidence, et il a pour fin le savoir lui-même. Et c'est aussi contre cette conception de la philosophie que Foucault se livre à toutes ces réflexions sur le souci de soi, le rapport à soi, etc., en relisant les Grecs, mais des Grecs très particuliers, parce que ce sont des Grecs qui ne sont pas du tout ceux qu'on a appris en général à l'université, ou en tout cas qu'on apprenait à l'université, c'est-à-dire des auteurs de doctrine. C'est pas le Platon de Léon Robin ou l'Aristote de Joseph Moreau, quel que soit leur mérite par ailleurs. Donc je crois que c'est la question de l'ascétique pour pour Foucault, elle se pose là. Mais de ce point de vue-là, je ne peux pas m'empêcher de penser, même si ça n'est pas évident, que le fait que Foucault ait été quand même été un grand lecteur de Nietzsche joue un rôle. Et c'est très frappant de voir dans les derniers cours que Nietzsche revient régulièrement, y compris, je crois, dans les dernières lignes du dernier cours. Donc la présence de Nietzsche continue d'irriguer, je crois, sa réflexion, même si il se réapproprie à son tour la question de l'ascésis ou de la diététique de manière tout à fait originale. En tout cas, l'usage que tu fais de la correspondance est significatif, c'est-à-dire que c'est vraiment évidemment une question à prendre au sérieux. Avec toute la distance qu'il peut y avoir entre des lettres à caractère privé, des conseils, et puis mais je repense à, puisque comme moi j'ai beaucoup changé depuis que j'ai lu Nietzsche, je me suis beaucoup dévoyé, mais évidemment le rapport du point de vue de la question de la conservation de la philosophie bourgeoise, comme tu l'évoques, les conseils que donne Hobbes en matière privée sur les longues promenades et la nécessité de se conserver, ce qui lui a permis d'ailleurs de vivre jusqu'à plus de 90 ans, était aussi directement en rapport avec la question de la conservation de la vie dans la philosophie politique de Hobbes. C'est intéressant parce que Nietzsche dirait peut-être l'inverse, il dirait les longues promenades en montagne, c'est bien de mesurer sa précarité
d'avoir conscience qu'on peut mourir à tout instant. Et il faisait un peu d'alpinisme très très peu, mais avec Paul Rée. Et Paul Rée est mort en 1901 d'une chute du haut d'une montagne, parce que justement il avait ce goût de l'adrénaline. Donc la promenade chez Nietzsche, c'est pas une promenade. L'alpinisme qui s'est développé à l'époque de Nietzsche dans un contexte assez aristocratique. C'était des classes aristocratiques qui pratiquaient l'alpinisme parce que ça consistait à s'élever. Gravir, c'était s'élever au-dessus de la masse, au-dessus du vulgaire. C'était en ce sens-là quelque chose sans doute d'assez anti-bourgeois. Alors que hop, c'était simplement pour transpirer et évacuer. Ouais, l'anti-bourgeois. Ouais, parce que Nietzsche il appelle ça les culs de plomb. Nous, les universitaires, on est des culs de plomb. Si on... Nietzsche il prend ses carnets, il va marcher et en fait ses pensées elles lui viennent en marchant et c'est en rentrant chez lui qu'il rédige, mais l'essentiel de son travail intellectuel il se fait en mouvement. Ce qui se pose directement à Kant, troisième partie du conflit des facultés, il ne faut surtout pas penser en marchant. Surtout pas confondre les activités. C'est intéressant parce qu'il ne connaît pas ce texte à mon avis. Non, il n'en parle jamais. Et tout le monde l'oublie ce texte. Parce que les gens ne lisent que la deuxième section du conflit des facultés. Il est question de l'histoire et de la Révolution française. Alors, pour les Français, c'est Byzance. Que faut-il faire alors? Faut-il penser en marchant ou distinguer les deux activités? Moi, je suis contre les orthodoxies. Et Nietzsche aussi. Je vous propose de poursuivre cette discussion autour d'un verre. Buvons.